On avance, très 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 lentement. On avance. Je vous jure, je connais des séries qui auraient raconté à peu de choses près la même chose narrativement parlant que ces 6 épisodes de la saison 3 en un seul épisode. Bon, ça aurait été un peu trop rapide ce cas-là, mais je vous cache pas que c'est c'est pas le plus folichon résumé quand il y a très peu de choses à dire. C'est des moments de personnages et dialogues bien faits qui, une fois de plus, parviennent à cimenter ça comme quelque chose de tout à fait acceptable, mais bon, il se passe que, d'une part, on voit Lénore commencer à amadouer un peu plus Hector en lui faisant voir totalement des vêtements parce qu'il était à poil, fut un temps. Après, elle lui a donné des chaussures, maintenant elle lui donne des vêtements entiers. Elle compte donc le sortir avec un petit collier, non sans avoir fait une petite remarque sur sa bite avant parce que on peut pas s'empêcher d'être grossier pour le plaisir d'être grossier. Une fois de plus, ce genre de vulgarité, c'était totalement dispensable, mais voilà quoi, elle lui fait découvrir le château où elle se trouve, lui fait comprendre qu'elle est prête à entamer quelque chose avec lui d'un point de vue commercial, hein, en tant qu'associé pour ça, en essayant d'y aller beaucoup plus doucement que Carmilla. Et ça se passe bien, quoi. Elle l'amadou bien, il y a suffisamment de compréhension entre eux. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que elle est quand même claire sur le fait qu'elle ne joue pas les faux culs. C'est ça qui, je pense, aide bien à faire passer la pilule pour lui. Tandis que de loin, il y a Stirga et Carmilla qui observent un petit peu, parce qu'il y a Stirga qui a une super ouïe. Ok, hein, donc oui, j'entends ce qu'ils disent. Carmilla demande ce qui se passe et ils réfléchissent un petit peu à comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer pour convertir ce gars. T'aurais peut-être pas dû être aussi méchante avec lui et dire ah mais c'était quand même pour le casser un petit peu pour montrer qu'on déconne pas, dire ok ça va pas plus loin que ça puisque maintenant il faut le calmer. Mais bon, bref, il y a une petite réflexion de leur part qui se disent comment est-ce qu'on va trouver des cadavres en fait pour faire notre armée plus tard? Parce que bon, admettons que ça marche avec Hector. Eh ben, on va pas non plus se débarrasser de nos réserves de nourriture comme ça, juste pour avoir d'autres soldats. Il faut un petit peu gérer la chose. Et ouais, c'est. En fait, c'est totalement ça. C'est une préparation qu'on voit de la part de Carmilla. Ça va être trop ça, cette saison 3. De la préparation. C'est ça qui est un petit peu irritant sur le long terme, c'est cette espèce de besoin de faire de la préparation. Ce qui fait que je suis sûr que quand on sera dans le vif du sujet, ce sera très fort. Mais ça commence à s'accumuler un petit peu trop. Mais voilà, c'est un peu ça, quoi. Hector commence à s'ouvrir un petit peu plus à Lénore et c'est bien. Voilà, voilà. Et donc, du côté de Lindenfeld, on va suivre surtout Saint-Germain, mais on passe un petit peu de temps sur Saifa et Trevor qui discutent un petit peu de si on peut lui faire confiance ou pas. Trevor qui voit dans son caractère le fait qu'il se sent seul et que c'est peut-être parce qu'il a ce besoin de se faire des attaches qu'il s'est ouvert à eux. Il voit un parallèle total avec lui par rapport à ça, qui était un peu facile, cette histoire d'appuyer qu'ils sont prêts à lui venir en aide et à œuvrer avec lui, tandis qu'on va passer surtout beaucoup de temps sur Saint-Germain. En fait, on va avoir une longue période de 5-6 minutes minimum sur lui qui fait un cauchemar flashback, je pense, où il se revoit être pris donc dans ce fameux couloir infini dont ils ont parlé. Et ouais, c'est totalement Sliders, hein. Ils sont totalement inspirés de ça. Euh, et le truc, c'est vraiment ce bond d'univers parallèle en univers parallèle, en fait, de réalité alternative à réalité alternative, où on fait des références à des trucs un peu bizarres. Par exemple, on s'attarde un petit peu sur un chaman qui fait quelque chose. On sait pas quoi, on sait pas pourquoi, j'ai pas le sentiment que ça va très loin. À un moment donné, on voit une planète, une réalité alternative où il y a des vaisseaux spatiaux.
Et tu te dis, waouh, si ça veut aller plus loin là-dedans, ça risque d'être très compliqué à mettre en place. Et je vous cache pas, mais ça c'est un truc très personnel, hein, qu'on soit bien d'accord, que le côté multivers, ça n'a jamais été trop mon truc. Parce que c'est tellement la porte ouverte à tout et n'importe quoi et aux facilités pour se permettre ci ou ça. Et c'est pour moi une facilité d'écriture que beaucoup de gens laissent passer un peu facilement. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas énormément accroché à Spider-Man New Generation. C'est que je, je ne trouve pas que le principe même de montrer des différents personnages de différents univers œuvrer ensemble soit automatiquement génial. Il faut amener ça de façon vraiment symbiotique et vraiment bien filée pour que ça ait un impact pour moi. Sinon, bah, c'est un petit peu la facilité pour soit faire du fanservice, comme dans Spider-Man New Generation, soit justifier des trucs magiques faciles. Et pour l'instant, c'est un peu ça en fait. Ça donne un peu cette impression que ça va être des trucs un peu magiques faciles, même si ça appuie bien le personnage. Mentalement, d'un point de vue purement émotionnel, ça fait très bien passer l'atourement du personnage qui cherche ces différents endroits, ces différents mondes, pour trouver cette personne qui lui manque, qu'on rend vraiment mystérieuse. Une fois qu'on voit le monde dans lequel elle se trouve, c'est une espèce de monde où tout est à l'envers, toute la géologie du coin est complètement chamboulée. C'est une ombre en fait. On ne voit pas plus que ça la personne, c'est juste sa silhouette noire qu'on voit. Et ouais, c'est une personne qui a les cheveux longs et il n'y a rien de plus qui est donné par rapport à ça. Et il essaye de l'atteindre, seulement la personne qu'il essaye de sauver ne peut pas l'atteindre. Il ou elle se contente de lui envoyer la fameuse opale qui lui a permis de pester le couloir infini de cet endroit-là. Et c'est là que se termine son cauchemar flashback, où il finit par se dire après, en écrivant sur un morceau de papier, je sais pas trop quoi, que cette personne lui manque, qu'il a vécu longtemps avant, et que cette personne a changé sa vie et qu'il aimerait la retrouver avec une fois de plus un bon texte. Le fait qu'il parle tout seul n'est pas un problème grave pour moi. J'imagine qu'après autant de temps de solitude, c'est normal qu'on en vienne à ça. Et c'est bien pour poser la mentalité, la psychologie du personnage. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais voilà, c'est juste histoire de poser un petit peu ce qu'il y a autour de lui et c'est tout. Tandis qu'on appuie une fois de plus que les prêtres gravent des symboles sur les différents endroits du village en prévision de quelque chose, donc mise en place, voilà. Mise en place, explication de passé des personnages, etc., etc. Et tandis qu'on va passer un petit peu de temps sur Isaac et un de ses monstres de façon gratuite et un petit peu inutile, même si ça appuie, je pense, hein, le thème de la recherche d'Isaac, dans le sens qu'il considère que le monde humain ne mérite pas la salvation, donc c'est ça le conforte dans cette idée. Bref, il est en train de se poser avec son armée de monstres qu'il a un petit peu endurci avec sa dernière escale, et il demande à parler au monstre qu'il a créé qui sait parler. Parce que bon, il y en a quelques-uns qui ont le don de parole, qui se souviennent encore de l'époque où ils étaient humains, parce que c'est un petit peu compliqué. J'en ai pas parlé en détail, mais c'est expliqué de façon super claire, hein, qu'on soit bien d'accord. Je parle pas de tous les détails, sinon... Bref, c'est expliqué de façon super claire que lorsqu'il ramène des corps à la vie pour les transformer en monstres, ce qu'il fait en fait, c'est ramener des âmes des enfers, qui ont donc été transformés un petit peu en ces monstres-là, pour habiter ces corps et donc être sur Terre et ne plus souffrir en enfer. C'est un truc, c'est un thème qu'on a pu bien, même dans la saison 2, mais là on insiste à fond là-dessus. Et donc ce gars se souvient un petit peu de sa vie, il était philosophe grec, et tout se passait bien jusqu'à ce que la chrétienté arrive et force l'adoration d'un dieu et condamne toute réflexion qui pourrait mettre à mal la croyance envers Dieu. Ce qui fait que lui, qui appréciait beaucoup la philosophie et la réflexion sur le sens de la vie, c'était important pour lui de décrier ça. Seulement,
Voilà, on était contre lui. Et à cause de ce qui a été mis en place, de cette espèce d'obligation morale, entre guillemets, qu'on a mise en place, il s'est retrouvé obligé de trahir et mentir pour s'en sortir, mais ça ne l'a pas sauvé. Et à cause de ces exactions que cette situation l'a forcé à faire, il s'est retrouvé en enfer. Il a péché parce qu'il voulait ne pas pécher aux yeux des autorités religieuses de l'époque. Histoire de bien rajouter une pilule, là, que ce soit clair. Donc, c'est tout, hein, c'est tout ce que ça met en place. Maintenant, je suis sur Terre, je suis revenu sur Terre et je suis content de ce nouveau corps. Et j'ai tous les défoncé. C'est juste pour en remettre une couche. Et c'est pas que c'est mal écrit ou quoi que ce soit, je veux dire. Ok, j'ai compris l'idée. Vous n'êtes pas obligé d'insister à ce point, les gars. Je trouve ça un petit peu gros et ouais, ça fait rien progresser. Je trouve pas que ça rende particulièrement plus complexe le parcours d'Isaac d'appuyer ça. Mais bon, ok. C'est pas mauvais ce que ça raconte, mais vraiment ça avance à petit pas, quoi. Hein, et c'est le problème, en fait. J'ai vraiment le sentiment que ça aurait pu être plus court et que ça aurait pu accélérer certains points, vraiment. D'autant plus qu'une fois de plus, on est sur Netflix. Il n'y a pas d'obligation de durée précise. On force pas les créatifs. C'est ça qui est incroyable avec beaucoup de séries commandées par Netflix. On force pas les créatifs à suivre un format de durée précise. Et je suis presque sûr qu'on force même pas les créateurs à avoir un nombre d'épisodes précis. Donc, on aurait tout à fait pu avoir 6 ou 7 épisodes de 20 minutes plutôt que 10 épisodes de 25-30 minutes pour faire passer la même chose sans passer par des prolongations de ce genre-là. Je trouve ça, une fois de plus, pas affreux parce que c'est appuyé par un bon texte et une bonne ambiance qu'on pose. Vraiment, je préfère dans l'absolu ça à quelque chose qui va trop vite, nous sommes d'accord. Mais je sais pas, pour moi, il y a un juste milieu et vous n'êtes pas tout à fait dedans. C'est un peu le truc. Mais bon, il n'y a rien d'affreux à déplorer malgré tout. Hein. À bientôt pour l'épisode 7. Bye!